même, elle existe, la région, parce qu'on vient de créer la région Aquitaine-Euskadi, qui est une bonne chose, je l'ai déjà dit. Quel est son pouvoir? Elle peut exprimer un avis, au moins là-dessus. Parce qu'il y a quand même une connexion de toutes ces choses. Le port de Pasajes, ou de Pattaya, si on veut dire, il sera connecté, c'est un port méthanier, il aura quelque chose à voir avec ce projet. Alors, quelle est la position de la région? Y a-t-il un élu de la région ici et qu'il s'exprime? C'est vous. Bon, ben, très bien. Bonjour monsieur. Donc je ne vais pas exprimer, je ne peux pas m'exprimer à la place du président du conseil régional, mais ce que je peux faire par contre en toute transparence, c'est que le groupe politique auquel j'appartiens à la région a rendu un avis sans appel sur ce projet et dont vous avez la contribution au débat public, notre contribution qui est à l'entrée et dont je lirai la conclusion principale. Le projet soumis au débat public ne répond qu'aux intérêts stratégiques et financiers d'EDF et en aucune façon à l'intérêt général et au bien commun. Je pense que cette phrase est sans appel. Nous avons exprimé notre contribution. L'argument principal que nous mettons en avant, c'est que ce projet d'EDF va à l'encontre de la politique énergie-climat que nous avons conçue au niveau de la région et votée au mois de décembre et dont j'ai pu parler ce matin. Donc, je dirais, voilà l'avis très transparent que je peux vous communiquer. Oui, moi je voudrais répondre en tant que conseiller au Césaire, donc au Conseil économique, social et environnemental régional. Le Césaire s'est exprimé là-dessus, a émis un avis défavorable. Il faut savoir que le Césaire n'est uniquement que consultatif. Effectivement, le Conseil régional derrière devait travailler sur le chantier que l'on a fait. Mais pour nous, ça a été à peu près sans appel. Hein. C'est ce que je voulais préciser donc, au niveau du Conseil régional. Mais effectivement, le Conseil régional, comme les élus départementaux, pour l'instant, sont dans une position d'attente. On est dans le débat public. Vous attendez, je comprends, et c'est normal, vous attendez que l'on se manifeste, tout au moins que les élus, je ne suis pas dans le cadre d'un élu ni régional ni départemental, vous souhaitez qu'ils se manifestent, ils vont le faire. Mais ce n'est pas l'heure encore. Max, j'entends bien ce que vous dites, j'entends aussi, je me rappelle la position de M. Bellec, et un des arguments principaux de M. Bellec pour dire qu'effectivement ce projet était parfait et pouvait passer et qui ne se heurtait à pratiquement aucune opposition. L'argument à Abbas, l'argument principal de M. Bellec à Abbas est dans le journal, dans l'interview du journal du jeudi 31 janvier, le jour même de la réunion du débat public à Abbas, était de dire qu'effectivement, il n'avait pas senti à aucun moment, à tort ou à raison, il n'y a pas de problème, mais c'est un argument d'EDF de dire que les élus n'avaient pas pris position. C'est pour ça que nous, on s'en inquiète. Le processus démocratique, nous, on est là pour le respecter. Seulement, EDF nous prend en otage et vous prend en otage en disant qu'effectivement, les élus ne s'étaient pas prononcés et que donc, il n'y avait apparemment pas d'opposition définitive à cette chose dans la région. C'est écrit noir sur blanc dans le sud-ouest du 31 janvier. C'est ça qui nous inquiète aussi, comprenez bien. Sans vouloir vous contredire, loin de là, mais je crois que dans le rapport définitif de M. Bellec, il est dit que les élus ont pris position contre. Je suis désolé. Alain Godot, porte-parole Europe Écologie Les Verts Landes. Concernant la position du Conseil général et du Conseil régional, dans les lois de décentralisation de 1982, il est très clairement précisé que le Conseil général et le Conseil régional ont une compétence générale sur le territoire. Donc, on peut tout à fait émettre un avis, ne serait-ce que d'opportunité par rapport à ce projet. Et je ne vois pas ce qui empêche le Conseil général de prendre position contre, dans le contexte actuel, et avant le 18 juin. La loi n'empêche pas le Conseil général de prendre position. Et moi, je pense que ce serait courageux pour les politiques locaux de s'engager avant le 18 juin. Ça serait déterminant, je pense, dans la suite du projet. Voilà. Il faut avoir un peu de courage. Alors, pour les amis de la Terre, je voudrais quand même demander au Conseil général qu'il arrête de faire de l'humour. Quand on parle de LGV ou de Langompo, vous prenez position avant les dupes. D'accord? Et là, vous nous expliquez que c'est trop tôt. Moi, je suis désolé, je suis des dossiers depuis 2006. On n'arrête pas d'entendre les positions de M. Emmanueli, président du Conseil général, de M. Rousset, président du Conseil régional, sur la LGV.
alors qu'on en est encore en phase de concertation. Et depuis le début, je suis désolé, arrêtez de faire de l'humour. Alors, moi je voudrais revenir au débat concernant les élus locaux. Je suis donc Pierre Froustet, maire de Vieux-Boucau. Effectivement, dans un premier temps, on a souhaité ne pas se déterminer sur quelque chose, un projet dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Donc on a dans un premier temps attendu d'assister aux réunions, et plusieurs élus locaux de base sont allés aux réunions organisées dans le cadre de la concertation. Et ensuite, une fois que l'information a été collectée, on a organisé au sein du conseil municipal un débat. On a invité d'ailleurs le collectif à se rendre à ce débat-là. Et en fonction de ça, on a pris une position municipale. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on avait prévu, là, à l'instant, qu'il y ait un débat sur la gouvernance. Donc, peut-être qu'on peut en parler 2 secondes. Moi, la gouvernance, je ne sais pas trop ce que c'est, honnêtement, en termes philosophiques. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire, ce que je voulais vous dire simplement, c'est apporter un modeste témoignage de ce qu'on fait au quotidien. Je crois que maintenant, les élus locaux ont pris conscience, et on a pris conscience que les enjeux étaient tellement importants qu'on ne pouvait plus, seul élu, prendre des décisions qui étaient des décisions importantes pour l'avenir à la fois de la collectivité, puis aussi à l'avenir de l'environnement de la collectivité. Donc on a, je pense tous, à notre mesure, souhaité élargir largement le débat, et peut-être qu'aujourd'hui c'est aussi un des points de départ de cette démarche. Et donc élargir le débat par l'intermédiaire de comités consultatifs, par l'intermédiaire de consultations larges de la population, pour, avant de prendre une décision importante, s'entourer à la fois de compétences, mais aussi à la fois d'avis d'usagers. Et c'est dans cet esprit que je crois beaucoup de communes maintenant, enfin en tout cas de communes qui partagent notre position, ont pris le débat à bras-le-corps. Alors je crois qu'il ne faut pas aller non plus trop vite, c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, qui soit une décision, quelle que soit la collectivité, qui soit une décision forte et une action forte, il faut vraiment, je crois, s'entourer de toutes les précautions d'usage pour pouvoir la prendre. Parce que, en contrepartie, je crois que nous les élus aussi, on est souvent agacés par des comportements un peu a priori et un peu percutants qui nous perturbent dans nos projets. C'est toujours un peu ennuyeux de trouver une opposition à des projets, une opposition qui est souvent pas du tout argumentée et pas du tout sensée. Et donc, pour ne pas reproduire ce schéma-là, on a souhaité s'entourer, enfin en tout cas ce qui nous concerne, on a souhaité s'entourer des renseignements qu'il fallait avant de prendre la décision. Alors je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais ce que je pense, c'est qu'en tant qu'élu local, moi je ne suis pas un intellectuel de la politique, mais en tant qu'élu local, nous ce qu'on fait, c'est d'abord voir si effectivement on a toutes les clés en main pour porter un jugement, premièrement. Deuxièmement, une fois que la décision est prise, qu'on a bien concerté, une fois que la décision est prise, la prendre jusqu'au bout. Et ensuite, comme c'est le cas aujourd'hui, apporter notre concours à une cause qu'on croit juste et à un soutien qu'on croit juste et aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, c'est peut-être non pas le point de départ, mais en tout cas le point anguleux d'une action qui doit être menée. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en contrepartie, le collectif, enfin et toutes les associations qui s'intéressent à combattre ce projet s'engagent elles aussi à aller jusqu'au bout. Parce qu'on est prêt à apporter un soutien, enfin en ce qui concerne beaucoup de municipalités, on est prêt à apporter un soutien, à condition qu'en contrepartie, il y ait aussi une action qui soit suivie, qui soit intense et qui soit bien menée par le collectif, mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Voilà, je voulais vous dire ça et merci. Oui. Je voudrais aussi, puisque en tant que vice-président de la Chambre des métiers, vous préciser la position de la Chambre des métiers, parce que nous avons fait une délibération à la Chambre des métiers qui n'a malheureusement, peut-être l'avons-nous fait trop tard, qui n'est pas paru sur les cahiers d'acteurs. Et je peux vous dire que la Chambre des métiers, dans le courrier qu'elle a envoyé à M. Bernet, donc président de la commission du débat public, je vous donne la fin du courrier qui a été envoyé. Après étude du service économique de la Chambre et délibération, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes émet de très grandes réserves sur l'intérêt économique et sécuritaire du stockage de gaz souterrain à Pouillon. Bon, pour nous, c'est clair, hein, on n'en veut pas. Je voudrais quand même aussi qu'on parle d'emploi, hein, parce que là, je sens qu'on part sur des données véritablement politiques, mais peut-être justement pour donner un peu de grain à moudre aux politiques, je vais
aller plus directement sur l'emploi et les conséquences de ce projet. D'abord, une première remarque, tout simplement, on oppose trop souvent économie et écologie. Pour nombre de décideurs et certains industriels, l'économie doit supplanter l'écologie. Pour des raisons de rentabilité financière et en faisant miroiter d'éventuels emplois, on occulte ou on minimise le côté écologique, comme si le volet financier était plus important que de vivre en harmonie avec la nature, comme si la qualité de vie était moins importante que le poids de son compte en banque, alors qu'il serait souvent simple d'allier économie et écologie. Ce n'est qu'une question de choix politique. Pour l'heure, comme vous le savez, la France a choisi d'axer sa dépendance énergétique essentiellement sur le nucléaire, les énergies renouvelables faisant figure de parents pauvres dans cette politique, au contraire d'autres pays européens. Pour le projet de stockage de gaz, sur le plan économique, EDF promet la création de 25 à 35 emplois permanents et 250 à 350 emplois le temps des travaux. Mais de qui se moque-t-on ? 25 emplois, oui, mais combien d'emplois perdus ? Si ce projet aboutit, qu'en arrivera-t-il du tourisme ? Comme l'a dit monsieur le maire de Messanges, le tourisme est une des ressources majeures des Landes et représente donc une bonne partie de sa souveraineté économique. Combien d'estivants est attirés par la beauté des lieux, par la qualité de ses plages, etc. Combien de ces estivants, apprenant qu'à 1,5 km au large, on déverse 4500 tonnes de saumure, dont 10% dont on ne connaît pas la teneur, ceci chaque jour pendant au moins une dizaine d'années, combien de ces touristes partiront vers d'autres cieux ? 5%, 10%, plus, nul ne le sait. Mais il est certain que cela ne sera pas sans effet. Il est certain qu'avec ces estivants moins nombreux, c'est toute la filière du tourisme qui va souffrir. Le tourisme dans les Landes, comme ça a été précisé, c'est 900 millions de chiffres d'affaires, 237 campings, 258 hôtels classés, plus de 1000 restaurants, 70 000 curistes. C'est tout cela qui est menacé. Alors oui, que pèsent ces 25 emplois permanents et ces 300 emplois temporaires à côté des 20 000 emplois générés par le tourisme. Sans compter sur les retombées indirectes. Moins de monde sur les plages ou dans les stations thermales, c'est aussi moins de chiffre d'affaires pour les commerçants et les artisans locaux. C'est moins de retombées économiques pour les municipalités. Ce sont 650 millions d'euros d'investissement pour stocker de l'énergie fossile importée à opposer aux opportunités des options de développement durable. Par exemple, le développement d'installations pour cette énergie renouvelable a un potentiel de création d'emplois important. On a vu 370 000 emplois relatifs aux énergies renouvelables se créer dans les années précédentes en Allemagne. C'est toute l'économie du surf, si importante ici, qui en sera cruellement affectée. Et au-delà de l'emploi, ce projet, c'est aussi une consommation énergétique importante pour la réalisation des travaux et l'entretien futur. Ce sont les dangers de réduire à néant l'économie du thermalisme, quoi tout à l'heure on m'a rassuré, mais ce sont des territoires traversés par le Somoduc qui seront dépréciés, et rien n'est proposé en termes d'indemnisation. C'est une dévalorisation du patrimoine foncier et immobilier du département, impacté par le classement Seveso, ce qui bloquerait les projets de développement économique, etc., etc. C'est donc l'économie globale des Landes qui va en pâtir, et peut-être même au-delà, car c'est nous mettre à la merci de dirigeants étrangers, pas toujours démocrates, et qui pourraient, selon leur bon valoir, fermer les robinets du gaz importé. Ce gaz, dont l'opportunité économique n'est pas avérée compte tenu de la raréfaction des énergies fossiles et donc de l'augmentation du prix du gaz qui paraît inéluctable. Ce projet, dont on n'arrive pas à percevoir l'intérêt, si ce n'est spéculatif, met en péril toute une région, tout son patrimoine, toute son économie, toute sa qualité de vie, si chère aux Hollandais et si enviée par d'autres. Alors non à ce projet consternant, au diable ces grandes entreprises qui prétendent savoir ce qui est bon pour nous, au diable ces spéculateurs uniquement intéressés par leurs intérêts particuliers, se souciant bien peu de l'intérêt général. Au diable donc ce projet de stockage de gaz dans les salins des Landes. Ah, c'est bien fait. T'as fait exprès, Didier. Non, c'est pas grave. Je suis Jean-Yves Montus, je suis le maire de Souston et je suis le président des maires des Landes. D'abord, je voudrais réagir à ce que vient de dire monsieur, parce qu'on peut tout entendre, monsieur. Mais je connais les relations privilégiées qu'il y a entre la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, qui, elle, s'est positionnée pour. Vous devriez appeler le président de la CCI.
Oui, je sais. Je sais, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est qu'on entend plusieurs discours selon les instances. Voilà. Mais vous avez tout à fait le droit. Mais si la CCI avait votre discours, ça nous aiderait beaucoup. Oui. Bon. Mais je sais bien ce que je veux dire et ceux qui connaissent les arcanes locales me comprendront. Moi, ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que on a parlé beaucoup d'économie, on a parlé beaucoup du SOMODUC, on a parlé un peu des institutions. Moi, je voulais vous dire simplement que moi, je suis né ici. Je suis né à Souston, à côté. Depuis que je suis tout petit, je vais à la plage ici, à Souston, à Vieux-Boucau. C'est là que j'ai appris à nager, c'est là que j'ai passé toute mon enfance. Mes gamins ont appris à nager là. Et chaque fois que je peux, je vais voir la mer. Parce que Souston est une grande ville, je veux dire, en espace. Nous avons 11 000 hectares. La ville de Vieux-Boucau contient la moitié de notre lac, pour vous dire si on est grand ou s'ils sont petits. Non, on se chambre un peu comme ça, là. Mais simplement pour vous dire, ça fait 16 km d'une diagonale et 12 de l'autre. Donc on a de l'espace, on a 7000 hectares de forêt, il y a 5 lacs ou étangs, il y a 5 km de plage. Et peut-être qu'il y en a qui ne s'en aperçoivent pas, mais la plage de Souston, elle commence juste à la sortie de Vieux-Boucau et elle va jusqu'aux casernes. Et bien sur ces 5 km de plage, il y a 0 cm² de bâti. Je peux vous dire que ça fait une trentaine d'années que je suis élu dans ce secteur ici, ou à la mairie, ou au Conseil général des Landes. Jamais je n'ai cédé, malgré tout ce qu'on a pu faire, dire, promettre ou envisager. Je n'ai jamais cédé. Sur l'histoire du SOMODUC, on nous a dit beaucoup de choses. Alors, la ville de Souston, le conseil municipal de Souston, je n'ai pas voulu qu'il fasse un vœu, parce qu'on considère que les vœux, lorsqu'on est dans un débat public, ça a une valeur symbolique. Alors je sais bien ce que dit Didier, j'entends bien les arguments. Nous avons procédé différemment. Nous étions en révision du plan local d'urbanisme, et là on est exactement dans le rôle d'une municipalité. Et dans le plan local d'urbanisme de Souston, nous l'avons approuvé fin novembre. Allez le voir, il est sur le site de la ville. Cherchez un mot, un demi-mot, un dessin, un trait qui a rapport au SOMODUC. Il n'y en a pas, malgré les demandes, parce que dans l'esprit de certains, le SOMODUC il passera à Souston. Mais moi, je peux vous prendre l'engagement ici, je l'ai dit à plusieurs organismes, mais comme je suis président des maires, j'ai quand même un devoir un petit peu de réserve, mais en ce qui concerne Souston, pour protéger l'environnement qui fait de chez nous un petit paradis, le SOMODUC, on fera tout ce qu'il faut pour qu'il ne passe pas. Didier. Bon, ça fait du bien à entendre. Juste pour modérer un petit peu la vie quand même des élus locaux, et merci quand même de nous donner ce point de vue sur les postes PLU. Sachez quand même qu'il y a des procédures quand même administratives qui sont extrêmement lourdes qui vont être mises en place pendant ce projet-là. Au moment des demandes d'autorisation de travaux, notamment pour le SOMODUC, ça va être la mise en conformité de l'ensemble des documents d'urbanisme sur tout le territoire. Ça s'appelle la déclaration d'utilité publique. Sachez-le, vous le connaissez, peut-être vous pouvez nous expliquer à la population en quoi ça consiste. Ça consiste très simplement que votre PLU il va être cassé et que le SOMODUC va passer chez vous. Monsieur, vous me permettrez d'être un élu politique, et vous êtes venu, vous m'avez invité à ce titre-là. Eh bien, pour qu'il y ait une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire imposée par l'État, il faut que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, le décide. Et si j'ai des risques, si dans ma tête, il y a des risques avec le gouvernement actuel, si ça change, il y aura moins de risques. Moi, j'espère que le changement, c'est pas maintenant. Béatrice Prieur, déléguée départementale du nouveau centre dans les Landes. Ben écoutez, pour le SOMODUC, venez avec nous. Je suis là. Juste une toute petite parenthèse par rapport à la CCI. Donc la Chambre d'industrie et de commerce des Landes a été le seul organisme à se prononcer pour, mais nous avons reçu
quand même samedi après-midi un coup de fil de M. Delcroix qui nous dit qu'il y a eu une réunion, que la Fédération départementale de l'industrie de l'hôtellerie des Landes en a parlé en réunion et qu'ils sont totalement opposés à ce projet, que M. Pavie, président de la commission de tourisme de la Chambre de commerce, sont également opposés à ce projet. Et nous avons aussi la confirmation des professionnels de l'industrie du surf qui sont aussi opposés à ce projet. Donc on imagine quand même que si même la CCI a prononcé un avis général comme ça, au sein même de la CCI, il y a quand même pas mal de gens qui sont tout à fait opposés au projet. Voilà, simplement.